méthodes d'équilibre limite en termes de rappel, quand on étudie l'équilibre des massifs, deux cas peuvent se présenter. Soit il n'y a pas de surface de glissement préférentiel, soit la masse rigide en déplacement se fait sur le long d'une surface de géométrie bien déterminée. Les méthodes dites à l'équilibre limite sont très appropriées car on peut écrire facilement les équations qui relient les variables. Mais, sauf pour les cas les plus simples, le nombre d'inconnus est bien supérieur au nombre d'équations. Il faut introduire des hypothèses supplémentaires simplificatrices de manière à égaler le nombre d'inconnus et le nombre d'équations. C'est la principale méthode d'équilibre limite. On a la surface critique, les contraintes normales et tangentielles le long de cette surface, et ensuite le facteur de sécurité important des équations d'équilibre. Nous avons vu les différents paramètres à considérer à travers une tranche. Vous avez la méthode d'équilibre limite, taux qui est donné par la loi de Moore-Coulomb, avec cette formule ici, taux égal à C plus sigma moins U par tangente à phi prime. Fs est le facteur de sécurité par lequel la résistance au cisaillement du sol doit être réduite pour amener la masse à de sol dans un état d'équilibre limite. Ces formules, on les connaît déjà, que ce soit pour déterminer N, pour déterminer T, pour déterminer taux M, et comment aboutir à un facteur de sécurité ici. Voici un facteur de sécurité basé sur l'équilibre des mouvements, Fm, et ensuite un facteur de sécurité basé sur l'équilibre global des forces. Vous avez deux facteurs de sécurité pour les méthodes d'équilibre limite. Dans le cadre du logiciel également, vous avez la méthode de Fellenius en 1927 qui ont les hypothèses suivantes. On néglige les forces intertranches, que ce soit les forces verticales et horizontales. La méthode suppose une surface de glissement circulaire et divise le talus en tranches et on fait l'équilibre des mouvements. La méthode simplifiée de Bishop avec les hypothèses suivantes. La méthode suppose une surface de glissement circulaire et cette méthode néglige les forces. La méthode de Jean Bourg 1956. La méthode suppose une surface de glissement quelconque, non circulaire. Elle suppose que les forces entre les tranches sont horizontales. Après projection à la base de la tranche, voici FF et vous avez le facteur F0 dépendant de l'allure de la coupe de rupture et des propriétés des sols. FF' égale à F0 FF. Il y a la méthode suédoise modifiée 1970, elle suppose une surface de glissement quelconque, non circulaire, comme Jambour. Contrairement à Jambour, elle suppose que les forces entre les tranches sont inclinées parallèles à la pente moyenne. Vous avez la méthode de Spencer, 1967, et Morgan-Price, 1965, avec les hypothèses suivantes. La méthode suppose une surface de glissement quelconque, non circulaire. Elle suppose que les forces entre les tranches sont parallèles entre elles. Elle suppose aussi que la force normale N agit au centre de la base de chaque tranche. Pour Spencer, 1967, l'inclinaison θ est constante. Et pour Morgan-Price, 1965, le rapport X sur E égale à lambda f de X ou f de X est une fonction qui varie continuellement le long de la base de glissement, lambda étant le facteur d'échelle. Ces méthodes se trouvent à l'intérieur du logiciel et l'application est faite.